Bonjour à tous. Comment comprendre la crise qui secoue depuis plusieurs années maintenant le Front populaire ivoirien? Comment expliquer ces dissensions profondes qui ont pris de mois en mois l'allure d'une haine réciproque que se vaut Pascal Affi-N'Guessan, président légalement reconnu du Front populaire ivoirien, et Aboudrahmane Sangaré, président intérimaire du même parti? Pour ceux qui incarnent la ligne dure, il est le président intérimaire tout simplement parce que le président du parti, ça reste encore Laurent Gbagbo, même à la haie. FPI, autopsie d'une haine des clans, c'est le thème de ce duel des éditorialistes. Mais avant de vous présenter mes invités, voici ce que pensent des Ivoiriens de cette crise qui se durcit entre des frères ennemis. Ce qui se passe dans le FPI, tout ça, bon, c'est des choses qui devaient arriver. Ça devait arriver parce qu'au sein de FPI, il y a toujours des incrédules, il y a toujours des bons. Tu sais, c'est une famille. Hein. Dans une famille, il y a toujours deux présences. Bon, d'abord, moi, je suis tout d'abord un partisan du FPI. Mais je pense que normalement, pour que cette crise, bon, pour trouver une solution à cette crise-là, les deux, c'est-à-dire présidents, comme on a dit, du FPI divisés, doivent se rapprocher, essayer de dialoguer, afin de trouver un terrain d'entente, afin de pouvoir revenir à la normale, c'est-à-dire au temps de Gbagbo, c'est-à-dire une partie unifiée comme nous l'avons auparavant. Moi, à mon humble avis, celui-même qui a fondé le FPI est en prison. Et des gens, au lieu de se soucier de sa sortie, c'est d'être président qui les intéresse. Moi, je trouve que ça fait un peu pitié. Ça fait pitié. On a comme l'impression que c'est quand on est président quelque part qu'on peut vivre mieux, non? Ils devaient s'entendre et puis chercher d'abord la libération de leur président. Et puis quand il sera là, faire ce qu'ils ont à faire. Mais comme nous sommes des humains, bon. Je vous présente mes invités. Ignace Bidi, éditorialiste politique. Félix Boni, rédacteur en chef de l'infodrome.ci, le site d'information du groupe de presse Olympe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, y aurait-il des antécédents historiques pour mieux expliquer cette crise au Front populaire ivoirien? Je commence par Ignace Bidi. D'accord. Pour répondre à cette question, je dirais que je prendrais plutôt le mot haine que vous utilisez dans le thème de cette émission. Parler de haine, ça voudrait dire qu'il y a des situations emmagasinées, des situations qui sont tassées, des situations qui se sont envenimées, qui peut-être s'avèrent irrécupérables, qui aujourd'hui conduisent à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, partant de là, je peux dire qu'il y a des antécédents. Nous avons connu le FPI avec Pascal Affi-N'Guessan qui quand même a connu une ascension, j'allais dire, fulgurante au sein de ce parti. Je se souviens que Laurent Gbagbo, encore à l'opposition, voulait un jeune cadre qui avait une autorité dans sa région, une légitimité populaire dans sa région, un jeune cadre dynamique, et avait porté son choix sur Pascal Affi-N'Guessan. Il avait promu ce dernier, qui par la suite est devenu maire, qu'il a choisi comme son directeur de campagne, qui est devenu Premier ministre, qui n'a pas du tout été apprécié. Je dis une ascension, une promotion qui n'a pas du tout été appréciée par un certain nombre de personnes, tout simplement parce que ces personnes ont estimé que M. Pascal Affi-N'Guessan, il n'était pas là au tout début. Il n'était pas là au tout début, c'était un arriviste, ils ont dit ce mot, c'était un arriviste, ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui vient en griffe à la dernière minute, qui débarque comme ça, voilà, qui gravit des échelons, et qui aujourd'hui tient la maison, ou bien à qui le père confie la maison. Alors ça, c'est un gros antécédent, c'est un point précis. Très important. Alors, Félix Boni, est-ce qu'il y a peut-être, en écoutant Ignace, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des considérations ethniques également dans cette crise-là? Je vais bien rejoindre Ignace pour parler d'antécédents qui peuvent bien expliquer cette crise, c'est-à-dire l'ascension figurante d'Affi-N'Guessan, quelques antécédents par exemple au niveau de l'élection de la jeunesse, du président des jeunes du FPI à l'époque avec le choix de Konaté naviguer contre CKCK. Vous parlez tantôt de
de problèmes ethniques ou de reclassement politique dans cette considération ethnique, dans cette crise. D'abord, je voudrais... Est-ce que vous croyez vraiment à cette crise? Ignace, est-ce que tu crois qu'il y a une crise au FPI? Est-ce qu'on a à y croire ou à n'y pas croire? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y a pas de crise au FPI. C'est parce que vous ne connaissez pas bien l'appareil du FPI. Ce sont les plus gros crocodiles caïmans dans le marigot politique ivoirien. Et le FPI, c'est un parti qui a la capacité de résilience que beaucoup de formations politiques, peut-être, sur la place ici, n'ont pas. Mais ça n'occulte pas cette tension-là? Oui, mais vous n'avez pas connu un certain Georges Kofi à l'époque. Ignace pourrait bien se rappeler de Georges Kofi, qui quitte le Front populaire ivoirien dont il a contribué à la création aussi, comme les Kassik qui parlent aujourd'hui, Aboudraman Sangaré et les autres, et qui s'est retrouvé carrément militant du RDR. Et c'est M. Georges Kofi qui, quand il prêche sur les plateaux du RDR, les gens disaient comme ça, prêche. Et le président Ouattara, il recevait M. Georges Kofi auprès de lui, même à sa table pratiquement à dîner. Mais tout ce qui se passait dans la case du RDR était bien connu au FPI. Et lorsque les élections ont commencé à se rapprocher, Georges Kofi s'est retrouvé dans son clan politique. Tout ce qui est en train de se passer, croyez-vous qu'Afingé-San soit certain de pouvoir devenir président de la République de Côte d'Ivoire sans cette masse qui est derrière Sangaré ou sans Sangaré et tous les autres qui sont là-bas? Non, je pense qu'il ne faut pas croire qu'il y a une crise au FPI. Le jour où Laurent Gbagbo sortira de l'AE, évidemment, des possibilités se laissent entrevoir. Si jamais il sort de l'AE, vous allez voir ce FPI là se remettre ensemble et redevenir une force qu'on n'aurait pas cru et qui éventuellement, peut-être dans les échéances à venir, va jouer pleinement un rôle avec tout son poids. Oui. Donc je ne crois pas en tout. Pour clore sur ce chapitre, je ne crois pas du tout qu'il y ait une crise au FPI. Cette crise, elle est purement artificielle. Qu'est-ce qui s'y passe alors? Ce qui s'y passe, c'est que ça participe de la stratégie politique. On se divise, on donne l'impression qu'il y a un clan qui est proche du pouvoir, ça permet de ratisser l'âge, y compris les modérés, et puis on a une aile dure qui maintient la flamme militante sur le terrain. Quand on se remet ensemble, on a tout le clan qui devient plus gros que les adversaires en face. Là, on a des adversaires qui sont en train de se fracturer déjà. Le RDR, le PDCI qui ne parlent plus le même langage, pendant que le FPI, attendons-nous à cela, fasse son unité dans les mois et années à venir et puisse peser suffisamment pour 2020. Ignace Bidi, est-ce ton point de vue? Non, je m'en tiendrai plutôt à d'autres faits. D'abord à la réalité de la situation qui dure depuis 2012 véritablement. Ouais. Déjà en 2012, alors que Pascal Afingé-San est en prison à Bouna, alors une convention extraordinaire est lancée à Abidjan en vue d'organiser un congrès. Il s'agit là de changer l'intérim. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire il s'agit là de toucher au test du parti. De toucher aussi à son organisation. Bien sûr, de toucher à son organisation, parce qu'il faut rappeler qu'il est en prison avec l'ensemble de la direction du FPI. Alors, ces partisans qui ont participé à cette convention estiment qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre Pascal Afingé-San, c'est le lever de bouclier. À partir de là, la fronde se dessine, elle se formalise. C'est vrai, ce n'était pas les pros, enfin, excusez-moi le terme, mais c'est ce que c'est dit, les pros Sangaré qui s'opposent, mais qui sont à la manœuvre et qui tentent de récupérer le FPI. Vous voyez, du coup, les tranchées s'ouvrent, les palabres s'ouvrent, et à partir de cela, on peut dire qu'il y a crise, puisque eux-mêmes reconnaissent que c'est la crise la plus profonde, la plus grave de l'histoire de leur parti, de leur famille politique. Alors, il y a également... Je n'occulte pas les faits. Les faits n'occultent pas l'idée d'une crise, mais l'objectif peut cacher, c'est-à-dire cette crise peut cacher le vrai objectif qui, au fond, faire digression. Voilà, quand on regarde tout ce qui se passe, à qui ça profite? À un seul individu, à une seule personnalité, Laurent Gbagbo, qui n'a jamais dit qu'il est pour ou contre tel ou tel camp, même si Afingé-San n'est pas encore arrivé à aller à l'AE. Mais le jour où Laurent Gbagbo reçoit Afingé-San à l'AE, la crise a pris fin. Alors, qu'est-ce qui les oppose fondamentalement? Rien. Ah non, je dirais pas rien comme Félix. Il y a la question de la stratégie. Un nouveau pouvoir arrive aux affaires. Que faut-il faire? Quelle attitude faut-il adopter vis-à-vis de ce nouveau pouvoir? Pascal Afingé-San, qui au départ avait tenu un discours ferme à sa sortie de prison avec la question des États généraux de la République, qui a d'ailleurs tenu en haleine
le régime Ouattara, finalement, ils se disent qu'il faut une stratégie de participation, de collaboration, de sorte à pouvoir arriver un jour au pouvoir, à pouvoir récupérer le fauteuil présidentiel, et puis arriver à libérer tous ceux qui sont en prison. C'est une question de stratégie. Alors les autres, ils disent, c'est vrai, notre stratégie serait, ou bien est, de garder la ligne dure. De garder la ligne dure, de ne pas collaborer, de rester droit dans notre, dans nos bottes, voilà, dans nos retranchements, et ne pas du tout faire la part belle ou ne pas négocier avec le régime. C'est purement une question de stratégie politique. Alors, mais quand on remonte un peu dans le temps, il n'y aurait-il pas également le facteur Linas Marcoussi? Ah oui, ce chapitre. Nous sommes en pleine crise, 2002-2013, 2002-2003, veuillez m'excuser, 2002-2003, les protagonistes de la crise ivoirienne se retrouvent en France. À Marcoussi, ils doivent signer un accord. Il y a que Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre de Laurent Gbagbo, signe cet accord et ça attire la colère des partisans de Laurent Gbagbo, mais à l'opposé, un certain Mamadou Coulibaly, président de l'Assemblée nationale, n'admet pas ce qui se passe à Lina Marcoussi, il claque la porte, il rentre à Abidjan. Il est accueilli en héros, à la différence de Pascal Affi-N'Guessan. Et là, un terme est parti, c'est le terme du vrai garçon, en griffe. Voilà. Pascal Affi-N'Guessan n'était pas perçu comme l'homme sur qui il fallait compter, contrairement à Mamadou Coulibaly, qui est revenu là avec... je veux dire... une très forte popularité. Voilà, une cote de popularité. Les jeunes, les jeunes patriotes, disait-on, les jeunes patriotes l'ont adulé. C'était pratiquement leur mentor aussi. Justement, ils l'ont adulé. La crise aussi a pu commencer par là, puisque deux bords se mettaient face à face au FPI. Alors, Félix Boni, est-ce qu'il y a des enracinements? Est-ce que cette crise, je dois être plus précis, est-ce que cette crise prend également pied depuis Linas Marcoussi? Mais vous voyez que tout ce que je vais rejoindre tout à l'heure, ce que Bidi vient de dire tout à l'heure, vous voyez, tout ce qui est en train de se dire, ça aboutit au même résultat. Que ce soit l'aile dure ou l'aile modérée, à qui ça profite? C'est-à-dire face à un adversaire commun, on a un groupe qui dit nous on va utiliser cette stratégie, l'autre dit nous on utilise cette stratégie, et deux groupes qui utilisent des stratégies de diversion qui font que l'adversaire en face ne sait plus finalement à qui il a affaire, à quoi est-ce qu'il a affaire en face. C'est une stratégie purement politique. Vous voyez aujourd'hui le même Affi-N'Guessan, il n'a pas pu bénéficier du statut de chef de l'opposition, tout simplement parce que 2 ou 3 jours auparavant il tenait un discours qui n'a pas du tout plu au pouvoir. Finalement, de quoi Affi-N'Guessan parle-t-on? Un Affi-N'Guessan qui ne veut pas la libération de Gbagbo ou des prisonniers politiques, ou un Affi-N'Guessan qui aura permis au pouvoir qui est en place de faire partir à soi ou tel en prison. Je pense que c'est des questions de stratégie, mais au fond de cette crise, nous allons finir par nous rendre compte que ça aura été la belle stratégie de diversion pour pouvoir distraire l'adversaire commun qui finalement ne sait pas sur qui miser. Quoi qu'on dise aujourd'hui, l'adversaire en face c'est le pouvoir actuel qui ne sait pas si véritablement Affi-N'Guessan est son partenaire ou pas. Mais en même temps, cet adversaire sait qu'en face, il y a le camp Sangaré qui est son adversaire farouche, qui est prêt, en tout cas prêt à tout pour que les données changent. Donc finalement, pour moi, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment les mêmes rivières qui coulent vers le même fleuve. Et donc le FPI qu'on voit actuellement, attendons-nous à le voir se réunifier demain. D'ailleurs, Laurent Gbagbo aurait commis l'ancien ambassadeur du Côte d'Ivoire au Ghana pour déjà faire la réconciliation en souterrain. Est-ce que vous en avez entendu parler encore? Savez-vous ce qui se passe dans l'ombre? Attendons de voir. Alors, je vous propose d'écouter les deux protagonistes de cette crise à l'intérieur du Front populaire ivoirien, messieurs Aboudrahmane Sangaré et Pascal Affi-N'Guessan, tous deux présidents de ce même parti, un parti fondé par Laurent Gbagbo, dont ils se réclament tous. Oulaye en prison, c'est le fait d'Affi. Lida en prison, c'est le fait d'Affi. Assoua en prison, c'est le fait d'Affi. Les jeunes quoi, Justin Daï qui viennent de sortir après 30 ans, 30 mois de prison, c'est le fait d'Affi-N'Guessan. Mais de grâce à cette histoire, il y a peut-être le pays de Ouattara, il y a le pays de la Côte d'Ivoire.
Moi, quand je vais sur le terrain, on ne me demande pas, mais où tu n'es pas un Kafi, le peuple est là. Et le peuple ne m'attend pas parce que je suis Sangaré, parce que je représente Laurent Gbagbo. Quand on focalise sur l'élite de la Fronde, en particulier sur M. Sangaré, on ne voit pas le mouvement qu'il y a autour de lui. On ne voit pas le mouvement qui se développe dans la base, où de plus en plus de militants nous rejoignent, parce qu'ils se rendent bien compte que la Fronde n'a aucun avenir. Et nous pensons que ce mouvement va nécessairement gagner aussi le petit noyau de radicaux qui jusque-là ont refusé toute possibilité de rencontre, toute possibilité d'unité. Nous savons ceux qui n'ont pas du tout, qui sont vraiment très réticents par rapport à l'unité, parce qu'ils n'y voient pas tellement leurs intérêts personnels, pas pour la cause du parti. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Alors, retour en plateau. Pourquoi se voue-t-il tant de haine? Est-ce que c'est véritablement la haine? C'est tout ce que vous restez campé sur votre position. Est-ce que vous avez vu un certain Georges Kofi parler il y a environ 10 ans de cela, avant qu'il ne revienne au FPI encore? Ils ne vont quand même pas, même pas se déchirer en public comme ça et bon, nous faire croire qu'ils sont en train d'amuser la galerie. Georges Kofi a fait pire que ça. Bidi Ignace peut le témoigner. Nous l'avions vu. Et il avait une voix de lion et on l'a même surnommé le Fama. Le Fama prêche et il prêchait. Et plus que ça dit ça, c'est... Je ne crois pas que ça ce soit véritablement une haine. Georges Kofi a donné plus que ça pour vous revenir encore à la maison. Et pour moi, je reste campé sur ma position. Cette stratégie permet au FPI de ne perdre aucun militant. Celui qui est radical reste radical avec Sangaré. Celui qui est modéré reste modéré avec Afingessa. Et d'ailleurs, ça permet aussi, dans l'un ou l'autre des deux camps, de pouvoir ratisser un peu. Celui qui est en Côte d'Ivoire ne croit plus en la politique de Ouattara va se retrouver dans un camp ou dans l'autre, soit modéré ou radical. Le FPI a pu trouver la formule juste pour garder son unité, pour garder tous ses militants, tout ce qu'il a pu acquérir pendant ces 10 ans de pouvoir. Attendons de voir toujours, comme je le dis. Alors, je m'attendais à ce qu'ils disent que c'est une haine factice, et là je l'aurais pris au mot. Quand on ne se vaut pas de haine, on accepte d'aller à des obsèques de camarades du feu. Totalement. On est en Afrique. Quand on ne se vaut pas de haine, surtout qu'on est en Afrique, enfin, on est humain. On est humain. Quand on ne se vaut pas de haine, on accepte de s'asseoir côte à côte. Comment comprendre que des camarades d'hier se rendent à des obsèques et refusent, par exemple, de se tenir côte à côte? Comment comprendre que des camarades d'hier dressent des jeunes les uns contre les autres pour s'empêcher d'accéder à des lieux de cérémonies quand même importantes? Comment comprendre qu'ils s'adressent des invectives qui ne sont vraiment plus, enfin, qui ne sont pas de leur âge, même s'ils sont en politique? Comment comprendre qu'ils pensent que les autres sont des irréductibles? En un mot, les uns pensent que les autres sont les malheurs, sont la cause des malheurs, de leur malheur. Du coup, ils s'accusent mutuellement et ils nous confortent, nous autres, dans notre thèse, dans notre hypothèse que la crise, elle est réelle. Elle est profonde. Elle est profonde. Tout comme le bénéficiaire de la crise peut jouer le jeu et alors, lâcher les chaînes de garde. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo ne tente pas de régler cela plus ou moins au su et au vu de tout le monde? Justement, le bénéficiaire de la crise, comme un bon père de famille, il peut lâcher ses enfants dans une certaine marmaille et puis être là, la regarder faire, sachant que cette bataille que ses enfants sont en train de mener ne peut que profiter à la maison et qu'ils ne se retireront pas et qu'ils vont finir par se retrouver pour pouvoir continuer le chemin ensemble dans la bonne marche qu'il attend. Et je vous le dis une fois de plus, wait and see. La crise au FPI n'ira pas jusqu'à 2020 et ce FPI-là va nous surprendre ici et nous montrer, et montrera, étonnera le pouvoir Ouattara pour lui montrer attention, nous ont eu. C'est votre intime conviction? J'en suis très convaincu. Très bien. Comment est-ce que cette crise va se régler? Est-il en train de dire qu'à un certain moment de la vie du FPI, la direction s'est assise, a dit, vous faites l'opposition, vous êtes radical, vous faites un modéré. Est-ce que c'est cela? Je ne pense pas que ce soit à le suivre, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Je ne pense pas que ce soit assez pour le dire. Est-ce que c'est crédible, ça? Cette posture... Mais regardez, tantôt, je parlais de positionnement ethnique derrière cette crise. Regardons bien derrière les deux clans de cette crise. Quand vous regardez derrière Aboudraman Sangaré, vous verrez des gens comme Asso Adou, vous verrez des gens comme Etienne Mouakon, qui sont de la même ethnie que Pascal Afingessa.
vous regardez derrière Pascal Finguessan, vous retrouverez des intimes de Laurent Gbagbo, que sont des gens comme Alci Didier, son conseiller diplomatique et politique. Vous trouverez Alun Wagnou, son directeur de protocole. Vous trouverez Bertin Kadé, son chef de village. Vous trouverez des gens qui sont vraiment dans l'intimité du président Laurent Gbagbo. Pensez-vous qu'avec cette friction-là, on peut vraiment croire à une crise? Je ne pense pas que ces frères-là, qui sont véritablement des frères, au fond, puissent vraiment se diviser de cette façon-là, au point où je vois d'un autre camp avec Bertin Kadé d'un autre camp, ce n'est pas croyable. Finalement, à qui ça profite de cette crise? À qui ça profite? Ça profite à une seule personne, ça profite à Laurent Gbagbo qui est encore là et qui reste le maître du fétiche qu'il a créé et qui saura quelle est la thérapie appliquée pour mettre ensemble sa famille. À qui cela profite? je voudrais sur ce point le rejoindre pour dire que certes la divergence provoque une certaine émotion, provoque endurcit l'attachement des militants à Laurent Gbagbo. Ça c'est certain. Mais je ne suis pas sûr que Laurent Gbagbo ait décidé ou ait dit à ses hommes, divisez-vous pour combattre Ouattara. Non, je ne pense pas. Si encore c'était une meilleure stratégie pour combattre le régime en place, j'aurais dit oui. Il ne dit pas divisez-vous, entretuez-vous ou entretuez-vous. Parce qu'il y a véritablement des bagarres. On se souvient à Lakota, où une délégation du FPI a été prise à partie par d'autres militants du FPI. Ouais. Alors, un père ne dit pas à ses enfants, battez-vous. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est le cas. On va avancer dans le débat. Oui, je ne dis pas que c'est le cas, mais si vous avez lu l'œuvre de George Orwell, qu'on appelle 1984, vous comprendrez que le peuple est toujours manipulé. Il ne voit toujours pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants. Vous pourrez vous battre. Le dirigeant sait pourquoi vous battez, qu'est-ce qu'il gagne à ce que vous battez, mais il ne vous dira pas battez-vous. Alors, Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté par la CPI, la nouvelle a fait naître beaucoup d'optimisme dans le camp des pro-Gbagbo. Voici les propos recueillis par Armand Blédot et rassemblés par Joseph Zécré. S'il y a quelqu'un qui a déjà été libéré de là, c'est que certainement le tour de Laurent Gbagbo viendrait un jour. Parce que jusque-là, les enquêtes ne donnent pas de résultats. Ne disent pas qu'il est coupable ou pas. Je ne dirais pas que c'est parce que c'est par rapport à Jean-Pierre Bemba que je dirais qu'il y a de l'espoir pour Gbagbo. Mais moi, j'ai eu l'espoir depuis 2011. Avant son départ à la CPI, j'ai eu la réponse spirituelle d'abord. La réponse spirituelle qu'il reviendra un jour. Alors, comme on le voit, ces deux dames y croient, tout comme beaucoup de sympathisants du président Gbagbo. Est-ce que le bonheur de Bemba peut être celui de Gbagbo? Je pense qu'il ne faudrait pas lier l'espoir que nourrissent les partisans de Laurent Gbagbo à la libération de Jean-Pierre Bemba. Je pense que des éléments déjà avaient commencé à susciter cet espoir. Depuis le début de l'année, il s'est trouvé que les juges ont demandé à Mme Fatou Bensouda d'apporter des preuves supplémentaires parce que les éléments qu'elle a soumis avec les témoins qui sont passés n'ont pas pu donner la preuve que Laurent Gbagbo pouvait être maintenu encore en prison ou dit un complot pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et un délai avait été donné à Bensouda déjà pour ça. À l'issue de ce délai, quand le juge demande à ce que les avocats de Laurent Gbagbo soumettent une requête à acquittement, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui cloche. Depuis le jour où le juge a demandé aux avocats de soumettre une requête pour l'acquittement, ça veut dire que le juge est déjà dans une prédisposition de ce que les preuves que lui ont fournies, le bureau du procureur certainement ne l'ont pas encore convaincu. Donc ça sera analysé. Voilà ce qui a été décidé. Le 20 juillet, les avocats de Laurent Gbagbo devront déposer d'ici le 20 juillet cette requête pour acquittement. Le 27, d'ici le 27 août, après ça, jusqu'au 27 août, Bensouda devrait pouvoir contredire les avocats. Et le 10 septembre prochain, il y a le procès pour trancher, lequel procès est annoncé comme le procès d'une journée au cas où il n'y aurait pas de préalable pour prolonger. Ça veut dire qu'attention, il y a des signes qui montrent que la libération peut être possible. Maintenant, quand la libération de Bemba intervient encore dedans,
Ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'on libère un gros prisonnier. Dans tous les cas, c'est la justice, hein, donc on peut être condamné comme ne pas être condamné. Donc attendons-nous déjà à ce que le plateau soit installé pour la libération probable de l'ex-président ivoirien. Alors, Ignace, est-ce que le bonheur de Bemba peut faire celui de Gbagbo? Je voudrais dire que fondamentalement, on ne va pas à un tribunal pour aller directement en prison. La présomption d'innocence existe et elle existe également surtout dans le dossier Gbagbo. Ils le disent. Donc, c'est un dossier ouvert, il est encore en traitement. Il n'y a pas de raison, je dis, d'être pessimiste, surtout pour ceux qui pensent que parce qu'il s'agit de la Cour pénale internationale, alors il n'y a pas forcément d'issue pour le dossier. Non, le cas Jean-Pierre Bemba vient de prouver le contraire. Ça veut dire que... Et bien d'autres cas d'ailleurs. Voilà, bien d'autres cas d'ailleurs. Donc sur la question, l'optimisme est permis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce duel des éditorialistes. Merci de nous avoir prêté votre très aimable attention. Nous croyons vous l'avoir rendu avec des intérêts assez substantiels. À très vite.